Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de rencontre avec un entrepreneur sur RCJ. Comment vas-tu, Sacha ? Écoute, je vais très bien, bonsoir à tous. Bon, aujourd'hui, émission un petit peu spéciale car nous avons le plaisir de recevoir Yossi Amar en direct de Tel Aviv. Bonsoir Yossi, comment allez-vous ? Bonsoir, tout va très bien. Ici, c'est encore bonjour, hein, comme vous pouvez le voir, il fait très beau. C'est vrai, vous avez de la magnifique. chance. Nous, on a un temps un peu maussade en France. Alors, ici, comme vous commencez à le savoir, nous parlons de tous les sujets de l'entrepreneuriat sans tabou. Nous avons vraiment avec Sacha comme ambition de rendre ces discussions accessibles à tous. Donc si tu entends parler de B2B, B2C, tech, levée de fonds, venture capital, mais que tu ne comprends pas, ou alors que tu veux tout simplement en savoir plus et faire le plein de conseils, c'est ici que ça se passe, dans Rencontre avec un entrepreneur sur RCJ. Lui aussi, merci beaucoup de te libérer cette journée pour échanger un petit peu sur ce que tu proposes, la façon dont tu vas accompagner les entreprises. On va revenir en détail avec Sacha. Mais est-ce qu'à la manière d'un pitch startup, tu peux un petit peu nous décrire ce que tu proposes pour les entreprises israéliennes et également pour les entreprises françaises ? Ok, alors avant de pitcher la boîte et ce qu'on fait, je vais juste me présenter rapidement. Je m'appelle Yossi Amar, j'ai 28 ans, je suis entrepreneur à Tel Aviv et mon entreprise accompagne les sociétés françaises et israéliennes qui souhaitent s'installer mutuellement l'un dans le pays de l'autre pour y développer leur activité. On va essayer d'aborder un petit peu plus en profondeur toutes ces questions pour savoir quelles sont les différences de code finalement entre les deux cultures, quels sont les obstacles qui peuvent se présenter pour les uns et pour les autres, et aussi répondre à la question que tout le monde se pose, par où commencer si demain je veux implanter ma société en Israël. Et première question, comment elle t'est venue cette idée de se dire je vais lancer une boîte pour accompagner justement ces entreprises ? Est-ce que c'est un vécu personnel ou t'as fait ton alia et tu t'es dit je veux entreprendre, j'y arrive pas ? Enfin, comment t'es venue cette idée ? Alors, je pense que c'est une idée qui est un petit peu naturelle pour tout le monde, c'est-à-dire que quand on arrive avec une certaine culture, avec un certain vécu, avec des codes, avec un bagage parfois au niveau des études, on essaie simplement de savoir, de transposer en fait notre savoir là où on arrive. Donc moi, pour moi, ça a été tout à fait naturel. Je me suis dit, regarde, il y a aujourd'hui des entreprises qui sont quand même très fleurissantes en France et qui, si elles venaient en Israël sans adapter leur business model, sans s'adapter à la culture israélienne, elles se cracheraient tout simplement. Et inversement, il y a des sociétés en Israël, même des startups, qui ont des technologies fantastiques, mais qui ne savent pas pitcher ailleurs qu'aux États-Unis, par exemple, qui ne savent pas présenter à l'européenne ou même à la française leur technologie. Et il y a moyen, en fait, de créer un pont entre ces deux pays et d'essayer de répondre un petit peu aux besoins des deux côtés. Bon alors Sacha, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet avec toi, donc je te laisse la parole pour poser des questions à Yossi. Yossi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ici de Rencontre avec un entrepreneur. Alors, pour ceux qui nous suivent, notre dernière émission, on a parlé d'un sujet qui était l'export. Comment on va chercher d'autres marchés et principalement, on avait reçu Laurent Ruben pour nous parler du marché américain. On s'est dit qu'on allait continuer avec avec le même sujet, mais cette fois-ci pour parler du marché israélien. Et c'est pour ça qu'on t'a contacté, toi Yossi, pour nous parler justement des stratégies à mettre en place pour aller essayer de pénétrer le marché israélien. Donc évidemment, au-delà des raisons personnelles qui pourraient nous pousser à s'exporter en Israël, il y a aussi le fait que Israël est un marché extrêmement prometteur et pour beaucoup de secteurs. Alors, en cherchant un petit peu, je suis allé voir un peu les chiffres, le PIB par habitant. Est-ce que tu sais, Maxime, c'est combien le PIB par habitant en Israël ? Aux alentours des 50 000. Exactement, 50 000. Est-ce que tu sais à quelle position est placé Israël en Asie ? Comme ça, j'irai au moins en 3e position. Exactement, Maxime, c'est 3e position, bravo, c'est en Asie. T'as bien bossé. Ouais, t'as bien bossé, exactement. Donc en Asie, Israël est positionné 3e derrière le Qatar et Singapour. Pour donner des éléments de comparaison, parce que là on a dit donc c'est 57 000 $ par habitant, pour donner des éléments de comparaison, aux États-Unis ils sont à 75 000 $ par habitant et en France on est à 40. Ah donc on est au-dessus de la France.
Israël, pardon, est au-dessus de la France. Israël est au-dessus de la France, exactement, et avec un chiffre qui ne cesse d'augmenter depuis, depuis une dizaine d'années. On a tous en tête, quand on parle d'Israël, quand on parle de Tel Aviv, on a tous en tête la Startup Nation, hein. Aujourd'hui, on en parle en France, mais Israël, on en parlait bien avant qu'on en parle ici. On a tous en tête ce pays où les startups fleurissent, on a tous en tête ce pays de tech, et il semblerait comme ça que personne n'attende les entreprises françaises. Et en fait, au contraire, il semblerait que les deux gouvernements ont réellement une politique où ils cherchent à augmenter leurs relations commerciales et leur investissement. On appelle ça les IDE, les investissements directs à l'étranger. Donc les investissements israéliens vers la France et évidemment les investissements français vers Israël. Il y a une chose aussi qui est importante à rappeler. Pourquoi aller en Israël? C'est que c'est aussi un excellent moyen, une excellente porte pour pénétrer aussi le marché du Moyen-Orient, avec les quelques pays qui sont autour, avec lesquels on peut évidemment travailler. Ce qui fait que toutes ces informations-là font que beaucoup de Français veulent y aller, veulent conquérir le marché, mais on ne sait pas trop comment faire. Il y a tout un tas de questions auxquelles il faut absolument se poser. Et ce qui est sympa, c'est que, à la différence du marché américain, c'est qu'on a de nouveaux sujets et une nouvelle vision quand on parle du marché israélien. Avec toi, Yossi, le but de cette émission, ça va être évidemment de donner un maximum de conseils à nos auditeurs qui souhaiteraient, ou en tout cas qui aujourd'hui se posent la question sur le marché israélien. Déjà, la première question, Yossi, que j'aimerais te poser, c'est est-ce que pour toi, n'importe quelle entreprise peut s'exporter en Israël, où il y a certains secteurs qui sont pas bien les bienvenus, qui sont pas les bienvenus, pardon, ou qui sont peut-être pas adaptés? Alors, je pense que n'importe quelle entreprise, quel que soit son secteur, peut décider de s'implanter en Israël. Ça va vraiment dépendre de son business model et de son projet d'implantation, si c'est une implantation totale, partielle, si elle veut conquérir le marché et proposer ses produits ou autre. C'est vraiment là que doivent se poser les questions, pas tant dans le secteur, mais la question du but de cette implantation. Le secteur d'activité, lui, n'a pas vraiment d'importance, comme je l'ai dit. Par contre, c'est sûr qu'il y a quand même des secteurs de prédilection, notamment tout ce qui est technologie. En gros, c'est cybersécurité, medtech, agritech, les technologies propres, enfin tout ce qui est vraiment qu'on entend à longueur de journée. C'est sûr que c'est quand même un environnement, un écosystème qui est très innovant et qui facilite cette implantation. Est-ce que, d'après toi, est-ce que de ce que tu observes, il y a un secteur dans lequel la France excelle et qui est sous les radars, on va dire, du marché israélien et sur lequel les boîtes sont quand même assez bien reçues et attendues en Israël? De manière générale, je pense que dans tous les secteurs, vraiment, on peut constater que les sociétés françaises seront bien accueillies. Après, moi, si je devais déplorer aujourd'hui un manque d'échange, ce serait peut-être dans le secteur sécuritaire, où on sait quand même qu'il y a toujours ces petites rancœurs des vedettes de Cherbourg sur toute la partie sécuritaire. Et je déplore aujourd'hui le manque de coopération, notamment en vue des JO. J'aurais pensé et j'aurais aimé que les sociétés israéliennes soient plus sollicitées. Et inversement, je pense que la France, notamment, je pense à l'aéronautique, a énormément de choses qu'elle peut aussi apporter à Israël. Donc c'est peut-être le secteur qui reste encore un petit peu à mettre sous stéroïdes. Et en termes de marché, entre le marché français et le marché israélien, c'est quoi pour toi les plus grandes différences et on va dire les principaux, le mur principal qu'un entrepreneur risque de rencontrer, de vraies différences vraiment de marché et de façon de consommer, par exemple, ce genre de choses? Alors, pour moi, l'entrepreneur, d'abord, avant de proposer son produit, il va rencontrer des grandes différences dans la façon dont il va monter son entreprise. Par exemple, on va prendre un exemple tout simple, le droit du travail. Mmh. En Israël et en France, c'est très différent. C'est-à-dire qu'en Israël, il va y avoir un droit du travail qui est quand même assez simplifié. On embauche facilement. Enfin, moi, j'ai tendance à dire qu'en Israël, on peut changer de job tous les jours. C'est vraiment ça. Ça veut dire Un que peu comme les l'embauche est États-Unis. facile et c'est ça, exactement. Ça va être beaucoup plus proche du modèle américain. Et par contre, on a un souci, on peut se départir aussi assez facilement d'un employeur, d'un employé. Alors qu'en France, le droit du travail est plus compliqué. Donc c'est vraiment des grosses différences qui, quand on parle de sociétés qui ont quand même une masse salariale importante,
peuvent peser sur le long terme. Donc ça, c'est pour la partie employée. Après, de manière générale, il y a plus de similitudes que de différences. On a quand même des talents qui sont hautement qualifiés des deux côtés. On a en Israël, vous parliez de statistiques, j'ai fait aussi quelques devoirs, mais c'est connu. On sait qu'Israël est en très bonne place dans le classement des diplômés de l'enseignement supérieur. On sait que la France aussi y est. Donc finalement, on a une main-d'œuvre et des talents qui sont quand même assez similaires. Et c'est Et hautement vraiment. qualifié. C'est ça, exactement. Et alors justement, tu parlais un petit peu des différences réglementaires entre les deux marchés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour une entreprise française qui veut aller en Israël? Est-ce que ça veut dire elle doit créer une filiale là-bas ou elle peut garder complètement son entité française et travailler du coup, sous quel statut? Sous un statut français pour ses salariés? Comment ça se passe exactement? C'est un peu le flou là-dessus d'ailleurs. Alors ça va dépendre, de manière générale, ça va dépendre et c'est vraiment au cas par cas que ça s'étudie. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des sociétés qui quand même décident de créer une société directement israélienne, donc sous le droit israélien, qui va employer ses employés pour la majorité sous l'empire du droit israélien, etc. Vous aurez toujours des entreprises qui vont décider de faire appel à des sociétés de portage, notamment Deal ou autres, qui vont arriver et qui vont quand même apporter des solutions, parfois juste pendant une certaine période, mais les vraies différences ne se situent pas finalement dans la forme sociale que va choisir l'entreprise si elle s'implante d'un côté ou d'un autre, surtout en Israël où le nombre de régimes est assez réduit. Ça va plus être finalement dans les réglementations, dans les homologations de produits. Par exemple, si on veut importer des produits en Israël, il va y avoir quand même beaucoup de paperasse, beaucoup de bureaucratie. Inversement, c'est très vrai aussi. Donc ça va être plus en rapport avec les autorisations, étant donné que même si on voit qu'il y a une évolution de la législation en Israël qui tend à dire tout ce qui est bon en Europe doit être bon en Israël, on n'y est pas encore. Ok, très bien. Et du coup, on le voit, donc on parle vraiment d'un aspect réglementaire. Est-ce que toi, tu accompagnes justement les entreprises et les entrepreneurs dans ces questions-là, ou on vient te voir après, une fois que ces questions-là sont réglées? Alors, ça va dépendre du projet. Nous, il y a des clients qui peuvent arriver juste quand ils ont l'idée, qui commencent à la faire germer, qui veulent un business plan, qui veulent une mise en relation avec des cabinets d'avocats. On travaille avec d'excellents cabinets d'avocats en Israël. Donc ça, c'est vraiment le type d'accompagnement qu'on peut proposer. Évidemment, c'est toujours validé par des avocats locaux. Donc nous, en fait, notre entreprise, à part l'expertise qu'on apporte en propre, on a pour motto de toujours s'entourer de gens plus forts que nous. C'est-à-dire qu'on va prendre des gens qui, dans leur domaine, font référence. Ça peut être aussi bien dans la partie fiscale, dans la partie juridique, dans la partie même parfois marketing ou autre. On essaye vraiment, et c'est aussi notre valeur ajoutée, c'est de tisser un réseau entre la France et Israël qui permettent finalement de parler tous la même langue et de dépasser les attentes de nos clients avec un tissu qui leur fait se sentir chez eux, mais loin de chez eux, pour pas reprendre un slogan. Est-ce que tu considères qu'il y a un prérequis de chiffre d'affaires, par exemple, à réaliser avant de s'embarquer dans ces actions-là? Est-ce que toi, Bien aujourd'hui, sûr. vous Alors prenez ta n'importe question, quel type de société, c'est-à-dire n'importe quel chiffre d'affaires, ou il y a quand même un minimum requis? Alors ta question, elle est très très pertinente parce que c'est Merci. vrai qu'aujourd'hui, il y a toujours cette idée du projet sioniste qui va arriver et qui va te dire lance-toi en Israël, c'est le moment, mais il faut pas regarder que ça. Nous, en tout cas, de notre côté, on a vraiment deux types de profils clients. On exclut malheureusement les TPE parce que c'est pour nous toutes les entreprises qui sont vraiment en dessous de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il faut qu'elles aient quand même les reins suffisamment solides pour financer ce projet qui est un projet d'envergure. On parle quand même d'un nouveau continent, on parle d'une nouvelle langue, on parle de nouveaux plans marketing. Enfin, c'est un nouveau marché. C'est un nouveau marché et c'est pas un marché qui est semblable au français. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc il y a les sociétés qui sont au-dessus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et il y a aussi vraiment les startups qui, elles, viennent pas forcément avec du chiffre, mais qui viennent alors avec une technologie qui est censée avoir quand même un potentiel de levée, un potentiel de déploiement sur le marché français, par exemple, assez intéressant.
Donc en fait, donc ce que tu dis, c'est qu'il faut avoir quand même les reins solides. Donc c'est évidemment, c'est ce que nous avait aussi pareil conseillé Laurent Ruben pour les États-Unis. Par contre, il y avait un sujet qui était assez intéressant. Est-ce que d'après toi, il faut je vais prendre l'exemple d'un entrepreneur qui n'est pas forcément intéressé pour aller vivre en Israël. Est-ce que d'après toi, il faut absolument être sur place, ouvrir des bureaux sur place et avoir des salariés sur place, ou on peut aujourd'hui imaginer commencer à commercialiser un produit depuis la France, euh, commercialiser un produit en Israël depuis la France, ou vraiment il faut Alors, avoir un pied sur place pour pouvoir faire les choses correctement. Alors, avoir un pied sur place, je pense que c'est vraiment la bonne expression utilisée, parce que l'entrepreneur lui-même, le chef d'entreprise qui veut essayer de tester un nouveau marché, ne va pas se délocaliser lui-même, en tout cas pas au début, à moins de vraiment avoir le projectionniste qui va avec. Mais par contre, c'est quand même assez important d'avoir un minimum de personnel sur place. Nous, on a vocation finalement à accompagner les sociétés, donc à faire les premières démarches, à leur présenter du monde, à assister aux réunions, leur nom, etc. au début, mais ce n'est pas suffisant pour développer une activité. Encore une fois, il faut quand même du monde à temps plein qui viennent et qui décident de développer ce boots on the ground, comme on dit, pour dynamiser ce lancement. On ne peut pas lancer une activité sans avoir un minimum de monde sur place. Donc c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que tu proposes également le service de représentative, c'est-à-dire que grâce à toi, les entrepreneurs peuvent trouver le premier contact qui va peut-être nous représenter, dans les premières démarches, c'est ça? Exactement. Alors là, on parle plus dans la partie accompagnement pour des entreprises qui sont déjà bien établies, qui font déjà du chiffre, etc. Alors nous, on peut leur trouver des partenaires locaux, on peut trouver notamment, bon, évidemment, comme on l'a dit, les partenaires juridiques, peut-être même les premiers financements. Ça, c'est quelque chose qu'on fait de manière courante. On peut aussi simplement tester des fois leurs produits sans pour autant qu'ils aient à déplacer trop de monde. D'un point de vue marketing, ça c'est aussi quelque chose qui se fait. Ça, c'est pour les entreprises qui génèrent déjà du chiffre, qui veulent implanter une activité qui fonctionne déjà, un business model qui fonctionne, toujours à adapter, mais qui fonctionne. C'est le type d'accompagnement. Il y a un deuxième type d'accompagnement qu'on est en train d'essayer de développer. C'est vraiment le virage que je veux faire prendre à notre entreprise. On veut être un petit peu des operating partners pour les startups. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des fonds d'investissement, il y a des VC qui vont arriver et qui vont investir dans des sociétés en France et en Israël. Donc, peu importe si c'est des fonds israéliens ou parce que ça existe aussi, on pourra en parler. Il y a beaucoup de fonds israéliens qui sont friands de la tech française, parce que la tech française, on n'en parle pas assez, mais elle est aussi quand même, elle a très bonne réputation. Ouais, elle est bien Donc, valorisée. exactement, elle est très bien valorisée et on le voit de plus en plus. On a quand même des plans sur le long terme qui vont faire de la tech française une référence mondiale si elle ne l'est pas déjà. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc nous, notre objectif, c'est finalement, une fois que ces business angels, que ces VC ont investi dans des startups, souvent, il arrive qu'ils aient investi des centaines de milliers d'euros, des millions parfois, et qu'ils ne suivent pas derrière, parce qu'il y a quand même des fois des problèmes de communication, il peut y avoir finalement des codes qui sont différents, des façons de travailler différentes, des jours aussi qui sont différents. Au mois de mai, vous n'avez pas travaillé du mois, nous on travaille tous les jours, même le dimanche. Enfin, Ouais, c'est pour la pas la même blague. culture, Mais ouais. c'est pour mettre vraiment, on met en exergue les différences. Donc il faut savoir que cette différence de mentalité, elle a un coût. Et ce coût-là, des fois, il fait que ces investissements partent en fumée. Donc il y en a qui vont investir, mais le suivi de l'investissement est parfois plus important que l'investissement lui-même. Donc aujourd'hui, vous avez décidé d'investir dans une startup. Je suis sûr que vous serez ravi d'avoir quelqu'un qui assiste au board, par exemple, de cette startup, qui comprend l'hébreu, qui peut vous faire un rapport détaillé ensuite et vous dire, voilà, ils en sont là. Aujourd'hui, ils ont eu leur premier lead, leur premier client, ils sont arrivés, on voit qu'ils sont sur la bonne voie, le développement en est là, etc. Plutôt que de recevoir des fois des rapports indigestes qui ne disent rien, qui finalement, tant qu'on voit pas de chiffres sur le compte de résultat à la fin, et ben alors on se dit, ah, elle est pas rentable, mais des fois on est à ça
d'arriver sur la startup du siècle. Et justement, on parlait de différence de mentalité sur des sujets un peu plus marketing. Comment ça se passe est-ce que vous accompagnez aussi justement les entreprises à bien comprendre la façon. Est-ce que pour toi, est-ce que pour toi, il y a une façon de parler au marché israélien qui est radicalement différente de la façon qu'on parle ici en France? Alors, il y a encore une fois beaucoup de points communs, c'est-à-dire que finalement les outils marketing sont relativement les mêmes. C'est du digital, beaucoup de digital, donc les réseaux sociaux qu'on connaît, le digital qu'on peut rencontrer avec les moteurs de recherche. C'est évidemment la première stratégie. Israël est quand même encore beaucoup en offline, c'est-à-dire de la radio, du print, de la télé. En France, c'est moins accessible, donc finalement c'est moins démocratisé. Après, ça va vraiment dépendre du secteur d'activité, mais c'est sûr aujourd'hui qu'il y a quand même une culture commune qui fait que il faut savoir, il faut connaître les codes, encore une fois. C'est vraiment, j'insiste sur ça, parce que si demain vous arrivez et vous voulez pitcher à une boîte française pour qu'elle investisse chez vous dans votre startup, mais que vous pitchiez comme pitcherez à un fonds américain, vous avez tout faux. C'est aujourd'hui les startups israéliennes notamment, elles sont vraiment dans l'idée de dire elles présentent aux Américains parce que les Américains investissent en masse, donc elles ont l'habitude avec elles, enfin avec eux, elles ont leurs habitudes, mais ils savent pas vraiment comment s'y prendre quand ils arrivent sur le marché français. Donc là, c'est là qu'on intervient. Ça peut parfois être simplement dans la présentation sur leur site internet, dans leur deck. Donc c'est vraiment important d'adapter en fonction de votre interlocuteur. Très bien. Et sur ces sujets-là, j'imagine donc évidemment, vous accompagnez les entrepreneurs de. Ok. Exactement, c'est notre raison d'être. Et alors pour vendre un petit peu le Tel Aviv et le marché en Israël, nous, en tout cas en France, on a l'impression que tout va à une allure, que tout va très vite en fait, que tout va très vite à Tel Aviv, que ça va beaucoup plus vite qu'en France. Est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que souvent, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le préjugé qu'on avait, c'était pas forcément tout le temps les bons. Mais est-ce que sur la rapidité d'exécution des Israéliens et des entrepreneurs israéliens, est-ce que c'est vrai ce qu'on entend nous en France, sur la rapidité? Alors, c'est vrai, et mais c'est pas péjoratif. C'est pourquoi je vais vous expliquer. Simplement, c'est vrai qu'ici on vit à 4000 à l'heure, ça travaille du dimanche. Officiellement, ça travaille du dimanche au jeudi. Officieusement, ça travaille du dimanche au dimanche. Il y a une pause Shabbat, bien heureusement. Mais par contre, il faut savoir que même si tout va à 4000 à l'heure, les gens prennent plaisir sur la route. Quand on dit prennent plaisir sur la route, je parle pas des embouteillages, je parle vraiment de profiter du chemin. C'est vraiment profiter du chemin parce que ici, vous voyez des entrepreneurs. D'abord, la culture entrepreneuriale est ancrée dans les Israéliens. Donc, vous avez des entrepreneurs qui arrivent, qui sont beaucoup plus mûrs en Israël qu'ils ne le sont ailleurs. Ils sortent de l'armée, ils ont pendant des fois 3, 4, 5 ans, ils ont eu des super responsabilités, des responsabilités qu'on ne peut pas imaginer quand on ne les a pas vues. Donc, c'est des entrepreneurs qui sont plus mûrs, mais qui savent aussi profiter du chemin. Quand je dis profiter du chemin, vous allez voir, je ne vais pas vous l'apprendre, mais c'est pas qu'en été, les restaurants qui sont toujours pleins, les bars, les soirées, etc. C'est des gens qui travaillent du matin au soir. Mais les Israéliens profitent aussi en même temps. Exactement. C'est pas le boulot métro dodo qu'on peut imaginer, c'est pas le stress parisien, c'est pas le métro, c'est pas tout ça, même si j'adore Paris. Tel Aviv, c'est finir le travail à 17h et prendre sa trottinette électrique, aller à la plage. Très bien, magnifique, j'en rêve. Petite question importante, parce qu'évidemment, on ne peut pas parler de tout ça sans évoquer un petit peu l'actualité. Rapidement, parce qu'on me dit quand même que l'émission arrive à sa fin. Est-ce que pour toi, c'est le bon moment? Est-ce que ce qui se passe en ce moment on devrait plutôt se dire on n'y va pas, on ralentit, on attend des jours meilleurs? C'est quoi ton avis, toi, par rapport à la situation d'un point de vue économique? Enfin, ouais. Alors, je vais parler très rapidement de 3 aspects. Il y a le premier aspect, c'est pour moi l'aspect de l'entreprise israélienne, la start-up qui cherche à lever. Est-ce que pour elle, c'est le bon moment de lever? Non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a justement ces doutes qui viennent du deuxième aspect, c'est l'aspect de l'investisseur qui pourrait vouloir investir en Israël et qui va se dire c'est pas sûr, c'est pas le bon moment, il y a la guerre, c'est pas stable, etc.
Alors lui, le deuxième profil, l'investisseur, il fait une grossière erreur. Il n'y a pas de meilleur moment qu'aujourd'hui, et ça, je suis content que ce soit enregistré parce que vous le verrez, vous pourrez le vérifier dans le temps. Il n'y a pas de meilleur moment qu'aujourd'hui pour investir en Israël. C'est simple. Vous avez aujourd'hui des opportunités dont vous auriez pu rêver il y a 10 ans et dont vous rêverez dans 10 ans. Mais vraiment, c'est aujourd'hui, vu qu'il y a cette hésitation autour de tout ça, il y a ces opportunités. C'est comme dans chaque crise. Après, il y a un rebond qui est exceptionnel. Et après, il y a aussi le troisième aspect, en 1 minute. Si on aime Israël en temps de paix, on doit l'aimer aussi en temps de guerre. Et dans ce cas-là, c'est plus sioniste que business. Mais ça aussi, ça part des choses. C'est très important de soutenir la résilience d'Israël. C'est pas simplement sur Frischman à Tel Aviv en mois d'août. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yossi. Du coup, comment on pourrait retrouver toutes ces informations? Est-ce que tu peux communiquer ton site internet? Comment on pourrait retrouver Comment, si on veut te contacter, voilà, si on a un auditeur qui est intéressé, comment il te contacte? Alors pour moi, déjà, je vous remercie pour votre invitation. Et pour moi, le plus simple, c'est LinkedIn. Je suis actif, je réponds et vraiment avec grand plaisir. Que ce soit pour des conseils ou pour n'importe quoi d'autre, c'est le meilleur canal. Donc Yossi Amar sur LinkedIn. Merci beaucoup Yossi. Plein de bonnes choses. Bon courage par rapport à la situation en Israël. Et j'ai beaucoup aimé ta phrase. Si on aime Israël en temps de paix, il faut l'aimer en temps de guerre. Et c'est bien vrai. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis dans Rencontre avec un entrepreneur sur RCJ. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci.